It's time to live yellow. Alors, on fait quoi aujourd'hui? We live yellow. Welcome, Fabrice. Welcome to MTN Radio. Thank you so much for coming. So, as you heard, we're relaunching our values, and one of my favorite values is lead with care, because I think that this talks about empathetic leadership. I think so. And I think it's really important. When I was growing up, no one talked about leaders being empathetic. They were like, you have to do this, you have to do that. But times have really changed. So I wanted to just understand, what does the term empathetic leadership mean to you? Merci Uche, déjà merci à ton équipe et à toi-même de m'associer à cette belle initiative. Je pense qu'il est important lorsque une entreprise a fixé un cap de travailler à avoir l'adhésion de l'ensemble de l'équipe. La force d'une entreprise, c'est justement la passion et l'engagement que les équipes mettent à la tâche. Alors, j'ai pris bonne note et avec beaucoup d'intérêt les nouvelles valeurs dont MTN s'est doté depuis maintenant 2 ans. La première qui parle de diriger avec empathie. Être un leader, c'est complexe. Je dis souvent que dans nos positions de manager général, de CEO, de directeur général, généralement on nous regarde avec les attributs, le commandement, les ordres et peut-être tout le faste qui entoure la fonction. Mais en tant que leader, en tant que dirigeant, je dirais d'abord même, avant d'arriver au leader, en tant que dirigeant, nous sommes confrontés à la fragilité. Parce que nous avons peut-être un peu plus que l'ensemble du personnel, le devoir de rendre compte au conseil d'administration, aux actionnaires, aux hommes et aux femmes qui se sont mis ensemble pour créer leur entreprise dans un objectif donné. Et nous, les directeurs généraux, les premiers responsables d'entreprise, la fragilité dont je parlais, c'est le fait de devoir faire en sorte que tout le monde regarde dans la même direction. Nous ne sommes pas compétents tout seuls. Si c'était le cas, ce serait très facile. On se retrouverait seul à occuper toutes les fonctions de l'entreprise et à faire les choses de façon comme nous le voulons, tout simplement. Je sais que sur ça, je dois faire ci, je dois faire ceci, je dois faire cela. Je planifie, j'exécute. Je n'ai pas besoin d'expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il faut faire ceci de cette façon, pourquoi est-ce que c'est important de délivrer tel dossier dans un délai donné, pourquoi c'est important de rappeler un client ou d'adresser les plaintes d'un client avec la manière qu'il faut et tout ça. Ce serait tellement facile, mais le monde n'est pas organisé comme ça. La difficulté justement de nos organisations, mais c'est aussi tout l'intérêt et je dirais le challenge, c'est de mener des hommes, un groupe d'hommes et de femmes d'un point A à un point B. Malgré nos fragilités, malgré nos propres insuffisances. Trop souvent, les gens pensent que le dirigeant, il connaît tout, il sait tout, il doit tout savoir. Mais c'est faux. Le dirigeant, c'est un être humain. Il a des forces, il a des faiblesses. Et j'insiste là-dessus pour faire le lien avec le leadership empathique. Parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres humains, parce que nous-mêmes, nous avons des attentes. Les hommes et les femmes que nous avons la responsabilité de guider d'un point A à un point B, donc de guider pour atteindre des objectifs, pour accomplir une mission, eux aussi, ils ont des attentes. Et généralement, lorsqu'on s'amuse et lorsque vous faites des entretiens individuels avec vos équipes, en tout cas, je pense que tout dirigeant d'entreprise, à un moment donné ou à un autre, est amené à échanger avec les gens de façon formelle ou informelle. Et quand on prend du recul, on se rend compte que les attentes que nous avons, nous les dirigeants d'entreprise, ne sont pas forcément les attentes que les collaborateurs, donc les personnes dont nous avons la responsabilité, ont.
Nous, on peut penser que oui, si je paye bien tout de suite, je donne le gros salaire, la personne va être motivée. Alors que à ce moment précis, la chose que la personne attend le mieux, c'est qu'on puisse lui dire: ah, mais la dernière fois, tu as bien mené ce dossier. Ah, tu m'as impressionné. C'était super. Ah non, tu es... Et qu'on le célèbre peut-être. Et qu'en assemblée ou en réunion, on dise: ah, mais monsieur un tel ou madame un tel, la dernière fois, c'était vraiment bon. Le client a donné un bon retour. Mais dans notre fragilité, notre faiblesse d'être humain, pour une raison ou pour une autre, même inconsciemment, on passe à côté. On se dit: ah non, non, mais il a bien bossé, je vais lui donner une prime. Alors que peut-être qu'à ce moment, la seule chose dont la personne avait besoin, c'est de dire: ah oui, mais tu as été très bon dans la conduite de ce dossier. Ça nous a valorisé, ça a permis à MTN ou à NCA de faire un bond, de se faire apprécier d'un client ou d'ouvrir un nouveau marché. Et donc, pour moi, pour résumer, être un leader empathique, c'est être capable chaque fois de se mettre à la place de l'autre. Chaque fois et toutes les fois. Et c'est ça la difficulté. Quand je donne une instruction de travail, lorsque je viens présenter un nouveau projet d'entreprise, lorsque je viens dire: ah, le lundi matin, écoutez, comité de direction, on a tel défi, et que je dois passer le message, comment j'arrive à intégrer, je dirais, la psychologie des autres pour dire: mais quel est le bon message à passer pour qu'ils acceptent de me suivre. Parce que s'ils n'acceptent pas de me suivre, s'ils n'acceptent pas de nous suivre, on n'a pas de résultat. On n'a pas de résultat. On va crier, on va menacer, ce que parfois, malheureusement, dans nos fragilités de dirigeants, on a recours rapidement aux menaces. Surtout lorsqu'on attend quelque chose et qu'on n'a pas le retour, on dit: ah, attention, je vais renvoyer, je vais vous sanctionner et tout. Mais les êtres humains, on est des comédiens. C'est pour ça que l'industrie du cinéma marche autant. On est capable de jouer des rôles. Et les gens, ils vont faire semblant d'avoir peur. Ils vont dire: ah ouais, on a compris déjà. Et puis quand tu sors de là, aujourd'hui, au XXIe siècle, le vrai challenge pour nous les dirigeants, c'est d'être des leaders empathiques. Des hommes et des femmes capables de se mettre à la place des équipes que nous avons l'honneur, et j'insiste sur le volet honneur, et la responsabilité de diriger, de conduire, pas de diriger, de conduire, de se mettre à leur place et de pouvoir faire passer le message de sorte à ce qu'ils puissent répondre à notre message et accepter que nous puissions ensemble faire le voyage vers les objectifs et la mission qui ont été confiés à l'entreprise. Wow. No, it's really interesting what you were saying. I think very important to showcase how we get from point A to B. Also, in terms of the way that you message to your employees, to do it in a way that is accepting, that they can accept. I really liked what you said also about the fact that you can talk to them and say, this is the way, but if it's not in the right way, they will say yes, 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 and then they will go and do something else. So, I mean, I think even for me, the whole thing around empathy, because when I was growing up, as a woman, you weren't allowed to be soft as a leader. You know, they said to you that if you were too soft or too empathetic, you'll be seen as weak. And so I remember maybe 10 years ago, I used to say to women, like, you can never cry in the office, never. If anyone ever sees you cry, you are finished. They're going to think you are a weak leader. They will not respect you. But as I started to really understand my own way of thinking as a leader, I realized that the best leaders are vulnerable, you know, they're caring, not caring in a way that doesn't allow the business to succeed or being caring doesn't mean that you don't get the work done. It doesn't mean that you don't meet your objectives, but it means that you can acknowledge and you can understand, you know, that your employees are human beings, right, at the end of the day, and that they need to be listened to and they need to be heard,
in a way that makes them feel acknowledged, you know? So that's something that I think is really important. Gone are the days where you could just say to employees, do this, and they won't, they would do it. Those days are over. And especially for us at MTN, and I'm going to ask you about your own company in a minute, but especially for us at MTN, we're going through a lot of transformation. And we have a lot of young people working for, you know, the company now. And the young people ask a lot of questions, right? They want to understand, why are we going in this direction? Who said we should go in this direction? Is there a better way? And so, as you said, you know, the communication, the way we communicate with our employees is really important, that we do it in such a way that's inclusive and that people can accept to go in the direction that we're looking to go to. So leadership is complex. Human beings are complex as well, as you said. And so it's a bit of a dance. I like to say, you know, there's a dance between the CEO or the director and the employees. And, you know, hopefully we can always understand that leadership is complex, running a business is complex. We don't always get it right. We're not perfect, but we try our best, and we try our best to be empathetic leaders, because I think that style of leadership delivers the best results. When you are invested in people and people are invested in you, and so therefore they're invested in the journey, that's when you're able to get the best results. So, Fabrice, since you really believe in empathetic leadership, I really want to know, how do you deliver that with your team in your own organization? How do you deliver that within, how does that show up in your team, with your team, and how does that show up in your organization? L'entreprise, elle a été créée pour faire du profit. Donc, c'est ça. C'est ce que, à la fin de la journée, les actionnaires, ils veulent pas savoir si tu as pris soin des gens. Bon, enfin, on va le dire vraiment, si tu as été le plus sympa ou pas. Ils disent, écoutez, monsieur, madame le DG, madame la DG, vous aviez un objectif de 100, on en est où? Vous avez fait 80, vous avez fait 125, vous avez fait 150, voilà. Donc, quand on arrive en entreprise, on est omnibulé par ça, c'est la performance. C'est la performance et c'est la seule chose qu'on présente, la performance. Mais la performance se fait avec des hommes. C'est les hommes qui font la performance. Et on pense souvent que il faut être performant pour être heureux. Mais il faut être heureux pour pouvoir être performant en réalité. Comment on rend les gens heureux? C'est ça. Comment moi, en tant que dirigeant de NT Assurance, j'essaie avec mon comité de direction, avec les différents managers, les middle managers, enfin les différents managers, les membres du CODIR, de rendre les gens heureux. Alors, déjà, il faut fixer une direction. Tu as dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, le personnel de Outil et de MTN est très jeune, mais c'est vrai dans nos entreprises. On a, je ne sais pas comment on les appelle, la génération combien maintenant, mais en tout cas, ils posent beaucoup de questions. Comme nos enfants à la maison. Nos enfants aujourd'hui, c'est plus la peur. Avant, nous, quand on était petits, quand tu faisais une bêtise, un seul regard de ta maman, souvent les mamans en Afrique, tu te mets de côté, tu es droit, hein, tu ne bouges plus. Mais aujourd'hui, tu vas dire, ah, il ne faut pas faire ça. Il va dire, mais pourquoi je ne dois pas faire ça? Pourquoi je ne dois pas faire ça? Il veut comprendre le bien fondé de la remarque que tu lui fais, de l'interdiction que tu lui ordonnes. Et on retrouve ça aujourd'hui en entreprise. Tu as des gens qui ont 20 ans, 22 ans, ils sont brillants, ils sont intelligents. Ils vont oui, ils vont très vite. Ils vont très vite dans les réflexions, dans les attentes. Ils s'expriment comme ils pensent. Ils ne font pas de politique. Ils ne vont pas dire, ah, DG, vous savez, bon. Nous, on a appris ça. On va tout doucement pour... Eux, ils vont dire tout, ah, DG, c'est pas bon. Hein. Donc, ils sont libres de parler.
Et ça rend les choses un peu plus difficiles. Parce que nous, justement, on est obligé de s'adapter à eux, alors que ça n'a pas été les codes avec lesquels nous, on a grandi, on a fait nos armes avant d'avoir la responsabilité aujourd'hui de guider l'équipe. Je pense que la première chose qu'il faut faire, en tout cas c'est ce que nous, on essaie de faire au niveau de NCA, c'est de donner une vision. Les gens, ils ont besoin, encore plus aujourd'hui, de savoir pourquoi ils viennent au boulot. Pourquoi ils viennent au boulot. Ils viennent juste, ils vont partir. Hein. Le salaire, c'est important, mais c'est pas... Non. Ils veulent savoir qu'ils participent à un projet d'envergure, à une vision, qui a une mission qui est derrière. Oui, NCA Assurance vend des contrats, mais derrière, il y a quoi? On offre une protection sociale. On permet à des hommes et des femmes de croire en leur projet. On les aide à faire face aux risques. Il faut le vendre cela. Aujourd'hui, exercer le leadership, c'est vendre. C'est vendre. C'est présenter un projet, vendre et avoir l'adhésion. Et son public aujourd'hui, avant c'était les clients, aujourd'hui c'est d'abord le personnel. Et les jeunes aujourd'hui, si tu ne leur vends pas ça, ils vont partir. Le turnover sera important, ils vont venir, ils vont dire ouais, ben ici, là, d'accord, on gagne de l'argent, on a une voiture, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Ils vont rester 6 mois, 12 mois, peut-être 24 mois, et puis ils vont partir. Donc il faut déjà leur donner une vision, partager la vision avec eux, qu'ils se disent, moi quand je viens, je participe à quelque chose qui est grand, à quelque chose qui impacte. Quand on discute avec eux, ils ont tous le souci de dire, je veux impacter, je veux apporter une valeur ajoutée, je veux influencer. La preuve, pourquoi est-ce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on a autant d'influenceurs? Influenceurs. C'est simplement parce qu'ils se disent, je veux que ma parole compte, je veux que mes actions comptent, je veux que ce que je fais puisse toucher d'autres personnes. Et en entreprise, c'est ça. S'ils n'ont pas le sentiment que ce qu'ils font participe à quelque chose qui apporte, ils vont partir. Donc, il faut déjà donner une vision claire, il faut qu'ils sachent ce pourquoi ils viennent et la partager avec eux. Et pour construire cette vision, avant, c'était comme ça. Top management. Ah oui, voilà. Mais aujourd'hui, on fait beaucoup de team building. On en fait beaucoup plus qu'avant. Ils ont besoin d'évoluer dans un milieu, je ne dirais pas festif, mais où il y a la joie d'être ensemble, la joie d'être des amis. Nous, nos patrons, on les vous voyez. Vous. Aujourd'hui, ils sont enclins à tutoyer. Tu n'as même pas besoin de leur dire tutoie-moi, ils te tutoient déjà. Donc, c'est des choses que tu acceptes parce que tu te dis, si c'est comme ça qu'ils se sentent proches de toi, si c'est comme ça qu'ils se disent, moi je compte pour DG, je suis proche du DG, il faut accepter ça. Puisque nous, en tant que chef d'entreprise, à la fin de la journée, on veut la performance. Et donc, c'est de poser les bases du bonheur en entreprise. Et un homme est d'autant plus heureux qu'il sait ce à quoi il participe. Donc, la vision. Un homme est d'autant plus heureux que la façon dont on lui communique la vision, donc la communication, elle est importante. Il faut qu'il se sente totalement accepté. Je ne dirais pas considéré, parce que pour eux, accepter est l'élément qui construit cette vision-là. Et puis, qui se disent, on est un club d'amis. Les startups, pourquoi ça marche? Les startups, ça marche parce que généralement, la strate chef 1, chef 2, chef 3, il n'y a pas. On sait qu'il y a un chef, mais on vient, voilà, on travaille ensemble, on construit ensemble, et puis on avance ensemble, et on discute les options du chef. Alors qu'avant, le chef, quand il parle, c'est la Bible ou le Coran, hein? C'est gravé dans le marbre. Donc aujourd'hui, avec les jeunes, il faut faire ça. Et on le fait beaucoup à travers les team building. Les team building, donc déjà, partager la vision, ça se fait à travers la construction commune de la vision,
de sorte à ce qu'on regarde dans la même direction. Construire un environnement, c'est ça, un environnement où ils sont heureux de travailler. Ils sont heureux de travailler. On fête les anniversaires systématiquement. Si on fête avant, c'était au niveau des unités de profit, mais aujourd'hui, même au niveau du CODIR, où on est un peu plus âgé et tout, bah, on le fait aussi, parce qu'on a suivi le mouvement. Il n'y a pas l'anniversaire de quelqu'un qui passe sans qu'on ne le fête. Les différents événements de la vie. En plus, on est dans un contexte africain. Aujourd'hui, les gens ils communiquent beaucoup sur ça. Ah, je me marie. Ah, j'ai un enfant. Ah, j'ai un deuil. Moi, en tant que dirigeant, quand je suis là, je m'évertue à y aller. Ah oui, parfois c'est contraignant parce que c'est souvent le week-end. Vous avez vous-même des challenges et tout. Mais si vous n'y allez pas, ils se disent « Oula, je ne compte pas vraiment. Je ne suis pas important. Je suis juste un pion. » Mais quand vous y allez, oula, merci DG, et vous m'avez valorisé devant ma famille. Et surtout, comme on est en Afrique, les gens, ils regardent ça. Ah, ton patron est venu, ton DG est arrivé, ton chef est... Et j'encourage les différents managers à aller également. Pas que moi. Et moi, je n'y vais pas que pour les membres de mon comité de direction. Même le personnel qui est N-5 ou N-6, j'y vais. Quand je suis là, j'y vais. Parfois, on fait de la distance. Il y a un aspect également qui est important. Au niveau de NCA, nous avons justement, il y a 2 ans également, dans le cadre de nouveaux projets d'entreprise dénommés Agir Ensemble. Agir Ensemble. Le groupe, initié par notre groupe, nous avons redéfini, nous aussi, nos valeurs et nos principes. Et au niveau du NCA Bénin, nous avons, et c'est une idée des équipes, ce n'est pas mon idée, nous avons décidé de le matérialiser en votant chaque mois pour un ambassadeur Agir Ensemble. Donc l'idée, c'est de dire la personne qui a le plus reflété les valeurs durant le mois, l'ensemble du personnel vote. C'est pas moi. Moi aussi, je découvre. Je découvre le nom du gagnant le jour. On le fait les premiers vendredis du mois. On le fait un petit déjeuner. Donc, on est tous là. On arrive à 7 h. Donc, de 7 h à 8 h. Et puis, on découvre le nom de l'ambassadeur Agir Ensemble. Et donc, la personne est félicitée devant tout le monde. Les membres du comité de direction ne sont pas dedans. Voilà. Le DG et les membres du comité de direction ne sont pas dedans. Donc, c'est tous les autres membres. Et ils sont élus par leur père. Ce n'est pas un choix des dirigeants. Donc, on découvre le nom, il fait son discours et tout ça. Qu'est-ce qui est important pour lui. Et puis, on le récompense. On choisit un cadeau que les ressources humaines prévoient, que ce soit une dame. Ce n'est pas grand-chose souvent. Hein, voilà, pour dire, mais on te reconnaît. Et cette personne-là, justement, au-delà de cette reconnaissance, porte un message. Et porte, porte un message tout au long du mois, en attendant qu'on élise quelqu'un d'autre. Donc chaque mois, on a une nouvelle personne qui est élue ambassadeur Agir Ensemble. Et à la fin de l'année, ça fait 2 ans qu'on le fait, les 12 gagnants, il y a un vote pour élire celui, le meilleur. Et lui, justement, il va porter les valeurs. On l'invite à des séances où, en tant que sa position ne lui permettrait pas forcément de venir, on le valorise tout au long de l'année. Donc ça, c'est une action que nous faisons qui, je constate, est assez appréciée, en tout cas par les équipes. Il y a un aspect qui est aussi important, c'est le feedback. On ne peut pas parler de leader empathique lorsqu'on ne fait pas de feedback aux équipes. Le feedback, il est organisé. Tous les 3 mois,
moi-même en tant que dirigeant principal, je viens présenter les résultats de l'entreprise à tout le personnel. Et c'est moi qui parle, ce n'est pas le directeur financier, ce n'est pas le directeur commercial, c'est moi-même qui viens rendre compte pour dire, ben, écoutez, les efforts que vous avez eu à faire, voilà, où nous sommes bons, où nous n'avons pas été bons, et les actions correctives que nous devons engager pour pouvoir y arriver. Et tout le monde pose des questions. Ces drapeaux blancs, on peut poser des questions au DG et on peut dire ce qu'on estime qui ne va pas. Ah oui, mais sur ça, moi... Mais ces drapeaux blancs, vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui va après être puni ou va être sanctionné par un directeur parce qu'il aurait porté un message. Il y a un aspect qui est culturel chez nous en Afrique et particulièrement au Bénin. On a une éducation de réserve. Même lorsqu'on est marqué par quelque chose qui nous déplaît, on ne sait pas le dire. On ne sait pas le dire. On le garde. Et parfois, ça crée des... Quand on n'en peut plus, parce qu'on est des êtres d'émotion, on est complexe, parfois on surréagit, alors qu'il aurait fallu pouvoir simplement dire « Ah, mais ça ne va pas. Sur ça, j'ai été choqué. » C'est normal qu'un collaborateur puisse dire « DG ou manager, sur ça, j'ai été choqué. » Je dis souvent à mes équipes, tout se dit à tout le monde, même au pape, même au président de la République, même au, je sais pas, au secrétaire général des Nations Unies, même au président des États-Unis qui est considéré comme l'homme le plus puissant du monde, vous pouvez dire « je ne suis pas content ». Mais c'est la façon de le dire qui change tout. Tu ne dis pas « je ne suis pas content » en venant insulter ton MD ou en venant lui manquer de respect, mais dire vraiment « j'ai une émotion négative sur ça, j'ai été choqué ou j'ai été blessé ». C'est important. Ça permet aussi aux dirigeants, c'est ce que je disais tout à l'heure, que nous aussi on a nos fragilités, de dire « ah oui, mais je suis désolé, je n'ai pas percuté, je n'ai pas vu ça ». Et moi j'encourage cela. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout, parce que les gens, ils préfèrent se plaindre chez le collègue, plutôt que de dire « ah mais moi ça va pas ». Et ce que je fais, c'est que les mercredis après-midi, on n'a pas besoin de rendez-vous pour venir me voir. Vous dites à l'assistante, je veux voir DG, s'il n'y a pas quelqu'un, tu viens et puis on discute. Tu exposes tes problèmes. Tu dis, c'est quoi tes difficultés. Je ne peux pas tout régler, mais ça me permet d'interagir avec les gens et de donner des instructions. Ah, mais ou d'interpeller un manager pour dire, bah, écoute, sans forcément dire, Pierre est venu dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais regarde, il y a peut-être un sujet au niveau de ton périmètre d'activité, au niveau de ta division, regarde, ou de mieux impliquer les ressources humaines. Vous dites, mais écoutez, allez discuter avec tel manager, je pense qu'il y a peut-être tel ou tel problème. Avec les voyages, ce n'est pas toujours évident de le faire, mais quand je suis là, je m'efforce à le faire. Là, moi-même, j'ai des retours. Et j'encourage également les managers à le faire, pour que les gens puissent dire ce qu'ils pensent. Quand les gens arrivent à dire ce qu'ils pensent, ça désamorce. C'est comme dans le couple. Lorsqu'on accumule, on explose. On casse les plats, on casse les verres, alors que parfois, il faut juste dire, écoute, Fabrice, la dernière fois, j'ai été blessé. Et il y a une éducation à la communication. Lorsque vous venez dire, je vais te faire un reproche, Outier, et je dis, Outier, tu m'as blessé, tu vas être braqué. Parce que tu vas te sentir attaqué. Tu vas dire, mais Fabrice, c'est quoi? C'est moi, t'as MD, quoi. Et pourquoi tu me dis ça comme ça? Et tu vas te fermer. Mais si je viens te dire, mais tu sais, la dernière fois, je me suis senti mal. Là, voilà. The language is different. Là, ce n'est pas toi que j'attaque. Je viens dire, côté émotion, moi, j'ai eu une insuffisance, j'ai eu une difficulté. Et donc, toi, tu peux regarder ça avec recul pour dire, ah oui, mais bon, tu sais, et peut-être m'expliquer. Parce que peut-être que tu as eu une attitude
que tu as tenu un propos, tu ne voulais même pas me vexer. Mais il y a l'urgence d'agir. Il y a l'urgence d'agir et parfois on est putsch. Et quand c'est comme ça, on ne peut que percuter les gens. Et donc, j'insiste beaucoup sur la façon de s'exprimer. Parce que culturellement, on ne sait pas s'exprimer. On ne sait pas mettre un mot sur les émotions que nous avons, surtout les émotions négatives. Parce qu'on a souvent peur du regard de l'autre. Et du coup, on pense qu'on est hypocrite. En fait, ce n'est pas qu'on est hypocrite. Non. Les Béninois ne sont pas hypocrites. Ils ne savent pas. En tout cas, moi, depuis que je suis rentré, j'ai appris à interagir avec les gens. J'ai constaté qu'en fait, ce n'est pas de l'hypocrisie. Moi, dans ma démarche de manager général, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais je le dis facilement comme ça, c'est très, très difficile. Parce que c'est pas facile de changer ou d'inculquer une nouvelle façon de faire aux gens. On a grandi dans un environnement où on nous a appris à taire les émotions. On nous a appris à aller nous plaindre à côté plutôt que de dire à l'autre « j'ai eu mal ». Et souvent, malheureusement, quand on dit à l'autre et qu'il lui vient dire, souvent, ça crée des distorsions dans la communication. Ça crée des mésententes, ça crée des incompréhensions. You can imagine how it is between English and French. Et voilà. C'est ça. To misunderstand the communication and the words that we're trying to use. C'est ça, c'est ça. Donc, au niveau de NTA Assurance, bon, on a différents mécanismes, mais ce que je peux dire, c'est que, et je le disais tout à l'heure, être un leader empathique, c'est un combat de chaque jour. Parfois, on est en échec. Parfois, on n'y arrive pas. Parce que nous-mêmes, on a nos propres fragilités. Parfois, on est en échec. Mais il faut accepter de dire, je suis en échec. Et nous, on n'a pas le droit à rester couché quand on vit l'échec en tant que dirigeant. C'est pour ça qu'on est le dirigeant. C'est pour ça qu'on est le leader. On doit se remettre d'aplomb pour repartir en avant. Mais c'est un combat de tous les instants. Il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup communiquer. Aujourd'hui, moi, j'estime qu'on ne peut pas être un dirigeant, un leader, si on ne prend pas la parole. Parler, ce n'est pas forcément parler beaucoup. Il y a des gens qui ont une facilité à... Mais il faut savoir prendre la parole chaque fois que c'est nécessaire et dire aux gens, je vais employer un mot qui peut être mal compris, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit, je dirais éduquer. Mais peut-être, je dirais, comme on est dans un monde professionnel, partager sa vision. Partager la façon dont on veut que les choses se fassent. La façon dont, justement, quand on accepte de porter le costume, ou en tout cas la responsabilité d'un leader empathique, on doit faire l'effort de partager constamment sa vision. Chaque fois, toutes les fois, de façon formelle, lorsqu'il y a des réunions, ou de façon informelle, lorsqu'on prend le café, ou on croise quelqu'un à l'ascenseur, et qu'on dit « Ah, mais toi, ça va ?» Ah, EDG, et de dire, un leader empathique, c'est un peu un psychologue. Il est obligé de chercher à regarder derrière la posture, derrière le visage, qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas, et puis parler un peu avec la personne. Parfois, un seul sourire suffit. On s'attend à ce que DG soit... Et puis sourire. Et je dirais, le dernier que moi je fais beaucoup, c'est l'humour. J'aime chahuter les gens. J'aime embêter les gens. Je vais venir, je vais te chahuter, je vais t'enquiquiner un peu. Ah, une femme, ah, t'es jolie aujourd'hui. Ton mari t'a dit ça? Ah ouais? Ou bien je vois un homme, t'as une belle cravate. Bon, moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens, Du coup, j'ai pris ça un peu de... C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, on dit que la bouche ne porte pas caleçon. Quand on voit, on dit. Donc, je dis. Ah oui, mais toi, tu as peut-être une belle cravate aujourd'hui. Ah, mais tu as une belle chaussure aujourd'hui. Et parfois, je chahute. Je dis, mais tiens, tu as une super chaussure. Mais tu es trop bien payé, toi. Ah non, déjà, c'est pas ça. Et puis, vous discutez. Et le sourire, le rire désamorce parfois. Souvent. Parce que la personne veut juste qu'on sente qu'il existe, que lui aussi il est là.
et qu'il n'est pas juste un numéro. Mais comme je l'ai dit, c'est un combat de tous les instants parce que nous avons notre propre fragilité en tant que dirigeant, en tant que leader. On a nos propres insuffisances. Tu ne viens pas ici tous les jours en voulant rigoler. Parfois, à 7 heures, tu as ton DG groupe qui t'appelle pour dire « Ah, Uche, tes sujets, les chiffres, et puis tu arrives, tu es déjà tendu. Et puis, à l'ascenseur, tu es comme ça. Et puis, tu vois quelqu'un. Mais tout à l'heure, j'ai dit, pourquoi l'industrie du cinéma marche? Parce que les hommes savent jouer des rôles. En tant que leader empathique, nous devons savoir jouer différents rôles. Et ça, c'est une compétence qu'il faut développer en tant que leader empathique. Ce n'est pas être hypocrite, ce n'est pas faire semblant, c'est assumer le rôle de leader empathique. De dire, mais moi, je n'ai pas le droit de m'enfermer. J'ai le devoir de communiquer de la joie. J'ai le devoir et la responsabilité de communiquer la bonne humeur. J'ai le devoir de faire en sorte que les gens rient. Parfois, tu vas visiter un bureau et puis tout le monde est tendu. Les gens, ils sont stressés. Peut-être que c'est toi-même qui as donné le stress. Parce que peut-être au CODIR, tu as été très incisif avec le directeur et que le directeur, quand lui, il est descendu, il a été très push avec tout le monde. Donc, ils sont tendus. Oula, le DG n'est pas content. Les chiffres de la semaine ne sont pas bons. Les chiffres du mois ne sont pas bons. Et puis, tu arrives. Et puis, ils sont comme ça. Et puis, tu lances une vanne. Tu lances une blague. Et puis, tout le monde rit fort. Mais quand tu repars de là, tu as des gens qui sont remobilisés, qui ont envie d'y croire. Et puis, je dirais, nous, on a la responsabilité d'être toujours optimistes. I think this is a very interesting point because it's a recognition that your mood affects everyone, right? C'est bien cela. So it's really, it's not difficult. I think you've chosen this job. We've chosen this job. So, you know, no matter how you're feeling, once you walk through the door, you have to put on your face, your game face, right? And people need to know that you're okay. Because the minute people see you sad or angry, it really affects the entire organization. C'est ça. It's very interesting. It took me a very long time to understand this. Many years ago, I was working in another company. And they told me when I left, years later when I left, they told me that depending on how high my shoes were, they could tell my mood. That if I came into the office with very high stilettos, everyone hide. Everyone hide, this woman is going to be crazy today. And I didn't even realize, you see, this is the impact that we have on people and organizations. I didn't even realize that the shoes I wore was affecting the entire department. So your point about being very careful in terms of how we express ourselves, how we carry ourselves, you know, is absolutely right. You know, when there are issues in the organization, it's really important to show that we're in this together and that people don't have to be afraid. And I really love this point that you make because I think a lot of leaders don't manage themselves in this way. They just come. If they're angry, they're angry. If they're sad, they're sad. And everyone is kind of afraid around them, you know. By the way, Fabrice, we're going to steal your idea of the 12... yes, nominated. So I hope Vivian is listening. We're going to steal this idea and put this in place here. I really enjoy what you're saying. I think when we talk about all the ways a leader can impact the organization, when you understand that, I think you make the effort to be much more empathetic. And as you said, it's not about being a hypocrite. You know, it's understanding your role as a leader. I think one other point that you made that was very important, I think for all leaders,
is to be able to understand the culture of the organization or the country in which you're working. You talked about, in Ivory Coast, people speak freely. I have Nigerian and American blood, so we're very direct. We're really direct, and I think when I first came here, people struggled with that because I'm just like, no filter. And I remember, my team used to say to me, like, you need to be more patient. I was like, I'm not going to be patient. Patient for what? But it didn't get me anywhere, So you have to sort of shift your style a bit, not to be fake, but to find a way that is authentic for you, but still allows you to get the best results out of your employee. And for me, I think that's what empathy is about, just understanding the environment in which you're in and understanding the best way to get the best out of people. I mean, I was saying to one of my team members today that, when I push for you to be better or I push you to be your best self, those results are for you. They're not going on my own CV. They'll go on your CV. So, let's do this together. Let's find a way to get the best out of you together. So I really like what you're saying about, but this is such a great conversation. I love it. And I think you've already answered the third question, which is, what do you think the main qualities are of an empathetic leader? But perhaps one of the things that people worry about, and I see it all the time, one of the things that people worry about when you talk to them about being empathetic is that they're really afraid that they're going to be seen as weak. And maybe you can, talk about that a little bit, because, I have people ask me like, okay, so if I'm empathetic and someone says, oh, Uche, I can't do this, I have to accept it? And I'm like, no, that's not what it means, okay? That's not what it means. So maybe just talk about that. Like, people are afraid to be empathetic because they think they lose control. They feel like people will take advantage of them as a leader. What do you think about that? Alors, ça c'est un sujet qui est vraiment bien. Parce que personnellement, il y a quelque temps, je parlais des fragilités avec l'équipe commerciale. Je me suis fâché en réunion commerciale. Okay. Revue commerciale. Je me suis fâché, mais ça faisait longtemps comme ça. Et puis, fâché. Mais je n'ai jamais été aussi fragile que lorsque j'ai été fâché. Outil. Parce que les plus anciens qui m'ont connu, qui savent que je prends le temps, après ils m'ont dit, ah DG, quand j'étais plus calme. Calmez-vous. Hein. C'est ça, DG, mais. Oui. Et j'ai dit, mais c'est là que j'ai été fragile. C'est en m'énervant que j'ai été fragile. Déjà parce que j'ai désorienté mon équipe. Really? Habituellement, ils ont affaire à quelqu'un qui qui explique. Oui, je suis un peu professeur, pédagogue. J'explique, je dis mais pourquoi et vous savez, si vous faites ça, voilà le résultat. Oui. Si vous ne faites pas ça, voilà le résultat. Mais ce jour-là, on a commencé la réunion et puis j'avais un sujet on avait perdu un client. Et quand j'ai eu le retour, j'étais furieux parce que c'est un client que je connaissais bien. J'étais absent, j'avais voyagé, j'étais allé au Maroc, le client n'a pas pu me joindre, et on a perdu le client. Et j'étais fâché, mais j'ai eu tort, Ouché, j'ai eu tort de m'être énervé. Les forts, et justement, on vient à la notion de qui est fort et qui est faible. Les forts, les vrais forts, ils ne s'énervent pas. Quelqu'un qui est fort, il est calme. Devant l'adversité, il est calme. Devant l'impulsivité, devant l'agitation, il est calme. Parce qu'il faut être calme pour réfléchir. Tout à l'heure, on disait qu'on est des êtres d'émotion. On parle de leader empathique. On dit qu'il faut se mettre à la place de l'autre.
On dit il faut être à l'écoute de l'autre. On dit il faut prendre soin des autres. Si on dit ça, mais qu'on est autoritaire, autocrate, directif, on n'est pas un leader empathique. Moi, j'ai une conviction aujourd'hui de mon expérience de MD. Le leader qui veut réussir, qui va réussir, le leader d'aujourd'hui et de demain, et c'est vrai partout, que ce soit en entreprise ou même à la tête d'une organisation, il doit forcément apprendre, parce que ça s'apprend aussi. Naturellement, il y a des gens qui sont comme ça, et c'est pour ça que j'ai dit il faut apprendre à jouer des rôles. Il doit apprendre à devenir un leader empathique. Tu m'as demandé tout à l'heure, c'est quoi les qualités de leader empathique? La première chose, c'est l'humilité. Absolutely. Yes. Si tu n'es pas humble, bon déjà tu es le DG, tu es le MD. Donc tu arrives, tout le monde court, tout le monde fait comme ça. Bon, ça change, hein. Aujourd'hui les jeunes, tu as vu, le jeune avec qui j'étais, il voulait rester... il a quoi il a 24 ans. Il dit, ah mais DG, je veux rester avec vous, je vais parler. Je lui dis, non, là c'est de MD à MD. Mais c'est comme ça. Donc, ici, tu n'es pas humble pour descendre de ton piédestal. Tu vas prendre les gens de haut. Mais si tu prends les gens de haut, les gens, ils vont te craindre et ils vont te cacher des choses. Exactement. S'ils te craignent, ils vont te cacher des choses. Et malheureusement, quand tu vas découvrir, ça sera tard. La maison a déjà brûlé et toi-même, on va te... Ah oui. L'exigence de performance, ça se construit. Nos entreprises ont des process. Nos entreprises aujourd'hui ont des process. La performance, c'est quoi? C'est de... Bon, tout à l'heure, on a partagé la vision, on a fixé les objectifs, on évalue. On a dans les process les best practices et les bad practices. Dans les fonctions, dans les responsabilités, on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. La faute et l'erreur. Dans la gestion du capital humain, des ressources humaines, on dit qu'il faut faire une différence entre la faute et l'erreur. Un homme a le droit de faire des erreurs. Si dans une organisation, un homme ne fait pas d'erreur, l'organisation ne progresse pas. Les gens, ils vont te cacher les choses et comme je disais tout à l'heure, tu vas découvrir quand c'est tard. Et toi-même, tu risques de te faire éjecter parce que ton conseil va dire tu n'as pas été prévenant, tu n'as pas eu de la prospective, tu t'es raté, tu n'es plus la bonne personne. Donc, l'erreur, il faut une organisation empathique doit admettre l'erreur. Et on ne punit pas l'erreur. L'erreur, on tire des leçons de l'erreur. Et ça, le DG doit en être convaincu et tout le staff managérial. Parce que souvent, on ramène tout au DG. Mais si le staff managérial ne regarde pas ou n'apprécie pas, ne partage pas cette vision de se dire le collaborateur peut et doit faire des erreurs pour que l'organisation puisse progresser, lorsqu'on punit l'erreur, au lieu de dire, bon, ah, ça c'est une erreur. L'erreur, c'est souvent technique. C'est souvent technique. On ne connaît pas tout. Même le DG, il ne connaît pas tout. Ah oui, mais écoute, ça, tu as fait 1 plus 2, 1 plus, je veux A, B et C, tu aurais dû faire B, C, D. Et la prochaine fois, la personne se corrige. C'est une culture d'entreprise. Quand la personne, il se sent compris, quelqu'un qui a envie de bien faire, quand on lui montre que c'est une erreur et comment il faut faire, il avance. Il est même reconnaissant qu'on lui dise c'est comme ça que tu dois faire au lieu de faire c'est comme ça que tu dois faire comme ça et non comme ça. Mais la faute, elle, on la punit. La faute, c'est la ligne rouge. La faute, c'est la sanction. Être un leader empathique, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Personnel qui est au front office. D'accord? Dans nos environnements, on a la culture du client est à parfaire.
On a encore beaucoup d'insuffisances dans nos entreprises. Même les entreprises comme les nôtres, où c'est le service qu'on vend, on a beaucoup d'insuffisances. Le client, il arrive, il fait une réclamation, il est déjà énervé, c'est normal. Yeah. Il vient déclarer un sinistre, il est touché dans sa chair. Nous, au niveau des assurances, on ne fait pas qu'un métier économique, on fait un métier de prise en charge de l'être humain. Donc le monsieur, il vient, je ne suis pas content, voilà, j'ai déclaré mon sinistre depuis, ça fait 3 mois, vous n'avez pas répondu et tout. That's a problem. Et il arrive, Oui. il est énervé. Le collaborateur, il rentre dans son jeu et puis il se met à l'insulter, à insulter le client. Ça, c'est pas une erreur, No, c'est une faute. that is a fault. That is a fault and you have to go. Ça, c'est une faute. Yeah. Et si on arrive à prouver cela, on peut te virer. Ah oui, oui. Parce qu'il faut que le client vienne pour que l'entreprise fonctionne. Yeah. Et souvent, je dis à mes équipes, quand un client vous insulte, ce n'est pas vous qui l'insulte, c'est l'institution. Exactly. Donc, ne le prenez pas personnellement. Yeah. S'il avait le DG devant lui, il allait insulter le DG. Et parfois, je leur dis, mais vous ne savez pas que parfois, des collègues DG m'appellent et ils sont tellement énervés, à la limite, ils m'injurient. Ce n'est pas moi. Ils ne sont pas contents. Yeah, yeah. Donc, à ce moment, il faut être calme. Et puis, les laisser. Quand quelqu'un est énervé, c'est comme dans le couple. Quand quelqu'un est énervé, on ne lui répond pas. Il a besoin d'extérioriser son émotion négative, il faut le laisser. Même s'il parle 30 minutes, ce n'est pas grave. Quand il a fini, il a marqué. Then you calm down and then you. Maintenant, Yeah. voilà. Donc, un client qui vient, il dit des mots un peu forts, et puis vous l'insultez, c'est une faute. Ce n'est pas une erreur, ça. Parce que on a déjà dit, normalement, quand on te recrute, on te dit, voilà les attentes de ton poste. Donc, tu sais. Et puis, toute l'entreprise sait que le client est roi. Et donc, un client, même s'il vient te dire des propos désobligeants, tu n'as pas à répliquer. Tu dois, justement, c'est ça la différence, tu dois pouvoir rester calme, absorber cela, et puis si c'est impossible pour toi de rester calme, tu as des managers, tu le remontes vers le manager, Yeah. qui lui est censé avoir plus d'expérience, plus de coffre pour répondre à la problématique posée. Yeah. Il faut faire la différence entre l'erreur et la faute. Être un leader empathique, ce n'est pas parce que je suis venu aujourd'hui que j'ai rigolé, que ça veut dire que s'il y a une faute, je ne vais pas sévir. Justement, s'il y a faute et que tu ne réagis pas en tant que leader, mais tu envoies un mauvais signal. Tu es en train de dire au reste de l'équipe, faites ce que vous voulez. Et justement, tu n'es pas un leader empathique. Un leader empathique, ce n'est pas celui qui laisse le laisser faire et le laisser aller. No, that Pas du makes tout. sense. Yeah. Et souvent, pour revenir à la notion de force et de faiblesse, celui qui est humble dans une relation, c'est celui qui est fort. Lorsque deux personnes sont en discordance, celui qui fait le premier pas, c'est lui qui est fort. Généralement, on dit, ah, moi je suis trop fâché. Uchi et moi, on est fâchés. Je suis fâché. Je ne veux pas lui parler. On se voit, on se dépasse. Mais le jour, tu dis, Fabrice, ça va. What's happened? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est toi qui es fort. Parce que tu as laissé ton ego, tu as laissé ton émotion et dit, ben, je vais faire le premier pas. C'est celui qui fait le premier pas qui est fort. Et donc, notre société a une mauvaise définition, de mon point de vue, de qui est fort et de qui est faible. Le leader empathique, il faut être fort pour être un leader empathique. C'est facile d'être un commandant. C'est facile de crier. La dernière fois, je l'ai dit, j'ai fait une réunion avec l'équipe commerciale. Et parce que j'avais un travail de la gorge, le client perdu, je suis venu et puis quelqu'un a posé une question et puis je suis parti. Mais j'ai été faible ce jour-là. Je n'ai pas été fort. J'aurais été fort si j'étais resté calme pour dire, bah, tiens, d'ailleurs, il y a ce dossier. Vous savez, je sais. Voilà ce qui s'est passé, qui m'a été remonté. Quand je suis arrivé, j'ai eu l'information, j'ai demandé
au directeur commercial, c'est telle division qui n'a pas bien géré le dossier. Comment on fait pour éviter cela à l'avenir? Mais je n'avais pas à m'énerver. Je pouvais même sanctionner la personne parce qu'il y a une personne qui a été fautive. Mais généralement, on dit que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de process. C'est parce que dans mon process, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, qu'un homme a pu mal faire au point d'avoir la répercussion qu'un client parte. Et donc, ça appelle à mon devoir de dirigeant de dire, mais comment je vais réfléchir avec mon équipe pour corriger, pour que demain, ce même problème-là ne fasse pas qu'un client parte. Et donc, un leader empathique, ce n'est pas du tout le leader qui est faible. Au contraire, il faut être fort pour arriver triste de la maison et sourire. Il faut être fort pour avoir peut-être un sujet et puis venir en réunion avoir de l'humour. Si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas. So I think it's really interesting because I feel like empathetic leadership is something that we strive to be. It's impossible to be perfect all the time, you know? I mean, definitely, because when you were talking about being angry in the meeting, I remembered myself, you know, like there are many times where, you know, you're frustrated. As a leader, maybe you're frustrated that things are not moving or this and that, and you have a reaction. But it means you're human, right? Because you're not always perfect. It's not how you are every day. You know, sometimes you can feel frustrated. So empathetic leadership, I think, is something that we have to strive to be every day. We have to work at it. It's not something that is just normal. Like, you have to work to be an empathetic leader. Pour ne rien manquer de notre prochain numéro, suivez-nous sur LinkedIn, YouTube et la Yellow Radio. Live Yellow, nos valeurs, notre identité.